Eh bien voilà, bonsoir. Merci d'être avec nous à la Maison de la Poésie pour cette rencontre qui est dans le cadre d'Italissimo, le festival de littérature et culture italien que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est arrivé cette année à sa 8e édition et qui cette année c'est dans un cadre un peu particulier parce qu'on a créé toute une programmation d'une semaine avec le Festival du Livre de Paris qui va commencer vendredi et qui va durer de vendredi à dimanche, où l'Italie sera le pays invité d'honneur. Et donc ensemble, Italissimo plus le Festival du Livre de Paris, on a imaginé cette semaine intitulée Passion italienne, que, comme c'est la philosophie du festival Italissimo, festival de littérature et culture italienne, va présenter des écrivains, mais aussi des spectacles, des projections. Il y aura des débats, des tables rondes et des lectures. Donc voilà, beaucoup de choses dans plein d'endroits, une quinzaine d'endroits disséminés par Paris, donc, dont un, c'est la Maison de la Poésie. On est là pour la première fois cette année à la Maison de la Poésie. Donc je tiens à remercier la Maison de la Poésie pour son accueil, pour ce partenariat qui dure depuis déjà plusieurs années, enfin depuis la première année, en effet, d'Italissimo. Et avec la Maison de la Poésie, bien entendu, il faut que je remercie tous nos autres sponsors, le Consulat d'Italie, l'Ambassade d'Italie, l'Institut culturel italien, il Centro per il Libro e la Lettura, l'Institut culturel... C'est long, hein, il faut être patient. Je suis désolé, mais il faut le faire. Ça fait partie du jeu. Donc, je disais l'Institut du commerce extérieur, l'Association des Italiens et des éditeurs italiens, Monte Paschi Bank, DRAC Île-de-France, la Sofia, Castaldi Partners et voilà, et puis tous les lieux avec qui évidemment on organise des rencontres. Voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière ce festival, il y a beaucoup de sponsors, beaucoup d'institutions, donc on les remercie tous pour ce que nous rend possible de faire. Et donc on est là ce soir avec mes amis et mes invités pour célébrer, disons, Italo Calvino. Vous savez que Italo Calvino est né le 15 octobre 1923, donc en octobre, ça sera le centenaire de sa naissance. Il est mort malheureusement relativement jeune, à 62 ans, le 19 septembre 1985. Et donc on a décidé qu'il fallait, à l'occasion d'Italissimo, même si bien évidemment Italissimo se consacre surtout à la culture contemporaine, avec des écrivains en chair et os qui sont là avec nous, mais bon, on rend hommage aussi à des grands auteurs de la littérature italienne. Donc cette année, Calvino s'est imposé, et donc il y a une série de manifestations à l'intérieur d'Italissimo qui lui sont consacrées. Donc celle-ci, maintenant, tout à l'heure à 21h, il y aura une lecture des textes de Calvino consacrés à Paris, par Pierre Beau, avec l'accompagnement musical de Dominique Mahou. Demain matin, au déchargeur, il y aura une autre rencontre, demain à 12h30, une autre rencontre avec Paul Fournel et Martin Rueff, qui sera encore une fois consacrée à Calvin. Et puis, au Grand Palais éphémère, dans le pavillon italien, il y a une exposition d'illustrateurs italiens qui ont utilisé Calvino pour faire des illustrations. Donc voilà, il y a différents moments. Pour cet écrivain que je considère un des plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle en Italie, il est très connu en France, il est lu dans les écoles aussi, donc voilà, il a une certaine notoriété. Et ce soir, on a voulu se focaliser sur ce qu'on appelle les années parisiennes de Calvino, parce qu'une chose qu'on connaît un peu moins, c'est que Calvino a vécu pendant 13 ans à Paris. Et c'était les 13 ans peut-être les plus importants de sa vie, parce qu'il y a vécu entre 67 et 1980. Donc c'est la période où il a écrit 3 de ses romans majeurs, hein, Les Villes Invisibles, Si par un univers un voyageur et Le Château de Destin croisé. Donc c'était vraiment le moment important. Et c'est à Paris aussi qu'il a commencé à écrire Palomar. C'est un autre texte très connu. Donc c'était une période vraiment importante, parce qu'en plus, on le verra peut-être tout à l'heure, sa façon d'écrire, sa façon de concevoir la littérature a progressivement changé, a évolué en tout cas. Il y a eu une évolution. Et cette évolution, c'est le moins, mais on va écouter nos amis, elle est liée à son expérience parisienne, à son contact avec la culture parisienne, et en particulier avec l'Oulipo, l'expérience de l'Oulipo. Et donc, pour évoquer cette période,
j'ai avec moi donc Marcel Benabou, que vous connaissez, historien, écrivain, secrétaire général définitivement provisoire de l'Oulipo, donc qui a connu, que vous êtes plus, c'est fini, maintenant vous avez démissionné de vos fonctions, mais bon, en tout cas, qui a connu, je pense que c'est les seuls qui a vraiment connu ici Calvino personnellement et qui l'a fréquenté et qu'il a accompagné plusieurs fois chez lui en voiture. Donc voilà, donc Marcel, donc, qui est écrivain, qui a même par exemple publié une anthologie de l'Oulipo, etc. Et avec nous aussi Hervé Letellier, romancier très connu que vous connaissez, qui a écrit plusieurs livres, romans, nouvelles, etc. et dont tout le monde le sait a gagné le prix Goncourt en 2020 avec L'Anomalie, et dont un texte consacré à Calvino vient de paraître en ce moment, bref, rencontre avec Italo Calvino dans une recueil de textes intitulé Bref rencontre chez Gallimard, qui je pense il est paru il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en tout cas, voilà, très, très récent. Et avec eux, donc lui aussi membre de l'Oulipo, bien que d'une autre génération par rapport à celle de Marcel, mais bon, lui aussi il a vu au moins une fois Calvino, donc il nous racontera sa première rencontre avec Calvino. Et puis on a avec nous Michele Carini, qui est professeur à l'Université de Lille, qui a écrit beaucoup de textes sur Calvino, qui connaît très bien toute l'histoire de Calvino et qui nous aidera à montrer un peu cette évolution, sa façon d'écrire, etc. Mais en premier lieu, je donnerai la parole à Marcel Benabou, parce que justement, vous l'avez connu, vous la rappelez, bon, on en a eu l'occasion d'en parler. Donc voilà, quel est le Calvino que vous avez connu? Comment il était? Dans quelle occasion vous l'avez fréquenté? Racontez-nous un peu. Avec le micro. Avec le micro. Bon. C'est difficile de résumer les différentes années, les dernières, qu'Italo a passées avec nous à l'Oulipo. En gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que ce qui m'avait frappé, c'était sa timidité. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas volontiers la parole aux réunions. Et quand il la prenait, alors c'était toujours extrêmement précis, extrêmement argumenté. Et ça reste un de mes souvenirs les plus marquant de mes 50 et quelques années d'Oulipo, c'est le jour où Italo nous a présenté le projet de Si par une nuit d'hiver, un voyageur, avec la série des débuts de romans et le roman du lecteur et le roman de la lectrice. C'était vraiment un jour tout à fait étonnant. Mais ce qui était aussi étonnant, c'est le premier jour où nous l'avons invité. Il n'était encore qu'invité d'honneur. C'est en 72, je crois. En 72. Et il a parlé du projet de la maison abominable, les crimes de la maison abominable. Je ne sais plus, les titres ont changé. Les titres ont changé plusieurs fois. Et là aussi, il nous avait fait un exposé tout à fait remarquable, où il appelait à l'aide, parce qu'il n'avait pas encore, et il est mort sans avoir trouvé la solution au problème quasiment insoluble qu'il avait posé, et qui était non pas d'utiliser la combinatoire, et l'informatique, non pas d'utiliser l'informatique pour la combinatoire, mais pour le contraire, l'anti-combinatoire. Et ce qui était tout à fait nouveau, tout à fait intéressant. Peut-être qu'on pourrait rappeler comment il était arrivé à l'Oulipo. Parce que, oui, il est arrivé à l'Oulipo. Pas tout le monde sait son histoire. Oui. Donc, il était à Paris depuis 1967, oui. C'est le moment Absolument. Où il a déménagé. Il est arrivé à l'Oulipo parce qu'il était proche de Queneau. Il avait traduit donc les fleurs bleues. Les fleurs bleues. Il s'était occupé de la petite cosmogonie portative, et donc il était tout à fait dans la lignée de Queneau
Et il avait des curiosités qui étaient aussi celles de Queneau. Il était vraiment... Quand Queneau nous a parlé la première fois de lui, que nous connaissions tous, mais dont nous ne savions pas à quel point il nous était proche. Quand Queneau nous a parlé de lui, on a vraiment eu l'impression que c'était une évidence, qu'il fallait absolument qu'il soit des nôtres. Et donc c'est comme ça que c'est par Queneau et par la proximité intellectuelle et je crois même un peu affective avec Queneau qu'il s'est intégré, qu'il est arrivé à l'Oulipo et qu'il s'y est intégré. Et donc vous disiez c'était plutôt réservé, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais à la fois on a l'impression que c'était une image vraie et fausse, c'est-à-dire c'est vrai que c'était quelqu'un, c'était pas napolitain, hein, c'était pas quelqu'un qui parlait tout le temps. Hein. Ah, c'est pas du tout l'image de l'italien classique qu'on peut avoir. Tel qu'on peut avoir en France en tout cas. Ouais. Non mais en même temps c'est vrai qu'il avait un peu ce jeu de dire à Paris je suis un ermite, je vois personne, et en fait c'était pas vraiment... Non. C'était pas tellement vrai. En tout cas, il avait un réseau, il voyait des gens, il vous voyait. Il voyait Paul Fournel, il voyait Pérec, il voyait Queneau. Oui, il avait un petit monde qui n'était pas négligeable du tout. Il n'était pas si ermite que ça. Voilà. Ben, tout à l'heure, on va y revenir parce qu'effectivement, ce petit monde et votre expérience, à mon avis, a eu un impact majeur sur son œuvre. Mais peut-être, Hervé... votre première rencontre, dans votre texte, vous parlez des 3 rencontres avec Calvino, dont une réelle, donc c'est votre premier souvenir Enfin, il y a les souvenirs des lectures et puis il y a la rencontre pour de vrai. J'ai même pas mis, je crois, la rencontre pour de vrai dans Alors, vous me l'avez raconté. Je vous l'ai raconté, oui. Mais les 3 rencontres, pour moi, je les ai identifiées de la manière suivante. La première rencontre, c'est une rencontre textuelle, donc quand j'étais enfant, c'est-à-dire 12-13 ans, et où j'ai lu... ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie des ancêtres, mais c'est une recomposition historique en fait, d'un texte, de plusieurs textes qui ont été écrits à des époques différentes et qui finalement ont trouvé leur cohérence dans une unité un peu fictive, mais qui quand même tient vraiment la route, et qui fait penser d'ailleurs beaucoup aux Fleurs Bleues, hein, par certains aspects, le Moyen-Âge, le jeu avec l'histoire, les allers-retours entre la fiction et la réalité, ça fait tout à fait partie de l'univers quenien. On ne sait pas qui influence qui, mais il y a cette notion très forte à l'intérieur. Donc pour moi, c'est cette première rencontre dont j'ai parlé. La deuxième, c'est une rencontre plus tragique, qui était la mort de Calvino en 85, où en gros, j'ai compris que je ne lirais pas le prochain livre d'Italo Calvino. Il était très jeune, comme vous l'avez dit, quand il est mort, il avait 62 ans. Ce qui veut dire que je me souviens très bien, à Marseille, j'étais jeune journaliste, j'étais présent pour un reportage, je ne sais plus de quelle était question, mais j'ouvre Le Monde et il y avait cet article d'Umberto Eco qui racontait la mort de Calvino et qui s'intitulait Entre Leibniz et Voltaire, qui expliquait les différences entre ces deux lumières, ces deux visions finalement du monde, l'une pessimiste, l'une optimiste, et ce jeu d'aller-retour entre le pessimisme et l'optimisme de Leibniz, le pessimisme de Voltaire, qui correspondait très très bien à Calvino. En discutant plus tard avec Eco, j'ai appris que les derniers mots de Calvino avaient été « i paralleli », c'est ce que je trouvais assez étonnant et fascinant à la fois, parce que c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec l'œuvre de Calvino elle-même, quand on y réfléchit, c'est-à-dire les deux aspects de son travail, l'aspect non-oulipien, l'aspect oulipien, qui finalement, sans se rejoindre, néanmoins, sont vraiment parallèles. Et puis aussi le travail sur la symétrie dans ses propres livres, la symétrie faisant forcément penser au parallèle. Et le troisième moment qui, pour moi, a compté, c'est mon arrivée à l'Oulipo, où j'ai d'abord compris qu'il était un oulipien majeur. Je savais qu'il était membre de l'Oulipo, mais j'ignorais beaucoup de choses sur son travail en tant qu'oulipien à Paris. J'ai découvert ses années parisiennes, j'ai découvert la logique qu'il y avait dans la création de ces 3 livres essentiels, qui sont effectivement, si par un univers... Les villes invisibles et le château des destins croisés, et bien sûr Palomar, qui pour moi est un livre très très important parce que c'est un autoportrait de Calvino, un autoportrait qui n'est pas masqué d'ailleurs. Je regrette que je ne dis pas trop fort parce que c'est chez Gallimard, mais que la nouvelle traduction de Palomar s'appelle Monsieur Palomar,
ce qui est à mon avis contradictoire avec la volonté de Calvino qui voulait que le titre soit le même dans toutes les langues. Mais bon, ça c'est une autre question, on ne va pas se disputer ici. Et qui en plus avait un rapport avec l'idée que ce n'était pas forcément Monsieur Palomar, mais que c'était en plus Palomar l'observatoire astronomique qui donnait une autre dimension, qui n'était pas seulement une notion individuelle, mais aussi une notion géographique, une notion universelle à ce travail. Donc voilà, ce sont ces 3 rencontres qui, moi, m'ont paru vraiment essentielles. Mais il y en a eu une réelle, par contre. Et il y en a eu une réelle, c'était dans les années 72, 73, 14. Je jouais souvent au Go, ça se passait à la rue d'Ulm, où il y avait un club de Go. Et j'ai vu un jour qu'il y avait une conférence de Calvino à Ulm. Je ne sais plus quand c'était. Et je suis allé voir cette conférence, qui était dans une salle, un petit amphithéâtre de Ulm, où il y avait beaucoup de monde. Mais ce n'était pas complètement blindé, on n'était pas à attendre dehors pour rentrer. Et il a fait une conférence qui était une conférence qui n'était pas sur l'Oulipo du tout. Mais si c'était en 72, il n'en était pas encore. Oui, pas du tout, mais qui portait sur, en fait, déjà des embryons de ce qui allait constituer les leçons américaines et qui travaillait sur les classiques, qui était comment lire les classiques. Oui, il faut rappeler en plus que Calvin parlait très bien le français, il s'exprimait parfaitement bien en français, donc il était très... il disait qu'il n'était à l'aise dans aucune langue, donc même en italien. C'est pour ça qu'il disait j'ai besoin d'écrire parce que même quand je parle italien, je suis un peu coincé, j'arrive pas. Et d'ailleurs, il avait un débit un peu comme ça, un peu hésitant par moment, etc. Mais effectivement, il parlait très bien le français. Il connaissait. C'est ça aussi, je pense, qui lui a permis cette rencontre avec la culture française bien avant de venir à Paris, parce que là, je m'adresse à Michele, et peut-être, c'est vrai qu'en 67, en partie pour des raisons personnelles, parce que sa femme, Cicita Calvino, il l'avait rencontrée à Paris, elle travaillait à Paris, elle était argentine, mais voilà, elle était installée à Paris depuis plusieurs années. Donc après un essai de 2 ans à Rome, en fait, ils sont revenus en 67 à Paris. Mais sa rencontre avec la culture française, elle date de bien avant, parce que dès le début, et Michele, peut-être tu pourras nous dire un mot, cette culture française est présente dans sa production avant Paris. Sans doute, les auteurs français étaient des points de repère pour Calvino, notamment si on considère la première partie de sa production, c'est-à-dire celle qu'on pourrait appeler néoréaliste. Il disait qu'il était traversé par une sorte de stendhalisme. Et donc, il était entre Stendhal et Hemingway dans la façon d'approcher ses rapports à l'histoire. Et en fait, il avait eu un rapport très plastique avec l'histoire parce que très jeune, il avait été soudainement partisan, écrivain et communiste, tout en disant dans les mêmes mois quand il a commencé à être résistant. Et ensuite, avec les autres livres de cette production, donc Les Sentiers des Nids d'Araignées ou encore certaines nouvelles, justement, il avait un code réaliste que graduellement, par contre, commence à dépasser justement au tournant des années 60, quand il commence aussi à entrer en contact avec non seulement la littérature française, mais aussi des théoriciens et des théories françaises. Les contacts avec la sémiologie aussi sera quelque chose d'important pour lui. Sa relation avec Barthes, par exemple. Et justement, avec Barthes, et en suivant les séminaires de Barthes, il se concentrera disons, il trouvera une théorisation du récit enchâssé, du récit enchâssant, qui est une clé très importante, par exemple, pour les châteaux des destins croisés que vous avez plusieurs fois nommés. Et comme tu disais, peut-être si on peut considérer que les années parisiennes sont de 67 au 80, il y a une sorte de Paris avant Paris, parce que tous ces contacts et aussi la connaissance avec Queneau le mettent dans une perspective pour laquelle j'oserais dire, j'oserais parce que bien sûr vous êtes les autorités, mais qu'il était dans un certain sens un peu
oulipiens avant de les devenir et de devenir membres étrangers. Car déjà cette contrainte qui était plutôt une contrainte du fond, mais qui était quand même une contrainte, celle de prendre une métaphore et de la rendre concrète dans la trilogie de nos ancêtres. Mais ensuite, les châteaux des dessins croisés étaient déjà imaginés par Calvino et il est terminé une fois qu'il est au sein de l'Oulipo. Ou encore les Cosmic Comics, c'est quelque chose qui commence un peu avant. Et Cosmic Comics, c'est vraiment l'application d'une technique oulipienne qui est de prendre un phénomène physique et de trouver la métaphore de ce phénomène physique. Rassembler des gens qui cuisinent des pâtes autour du point unique du début du Big Bang, c'est un jeu formidable. Génial. Et c'est un moment génial, mais en même temps, il va faire ça plusieurs fois pour plusieurs métaphores de la physique théorique, de la relativité restreinte, et ça va marcher formidablement. Et ça, c'est des techniques qui sont typiquement oulipiennes, de prendre une forme qui est une forme effectivement mathématique ou une forme physique. Ça marche mieux avec la physique qu'avec la chimie. Et d'en faire de la littérature, oui. Mais d'ailleurs, à propos de la chimie, dans les 3 volumes, disons les correspondants de la Pléiade Imerdiani, les derniers écrits de Calvino est les chants du styrène, la traduction du chant du styrène de Queneau. Donc, il y a aussi une sorte de conclusion dans l'ouvrage, dans les volumes qui ont été consignés après aux lecteurs. Et un autre recueil qui est très intéressant est Temps Zéro, où nous retrouvons des Cosmic Comics, mais aussi des récits, des nouvelles qui définissaient logique et déductive, comme par exemple les Contes de Monte Cristo. Et Zénon, et la présence de toutes les théories de l'infiniment petit et de la division jusqu'à l'infini de Zénon qu'on trouve dans Temps Zéro, qui effectivement annonce aussi quelque chose qui vient de Leibniz, d'ailleurs, très fortement. Oui, peut-être qu'il faut rappeler que Calvino a eu une évolution. Il a touché plusieurs domaines, il s'est intéressé à plusieurs choses. Donc, comme tu l'as dit, il a commencé avec un roman plutôt réaliste, dans une époque où on parlait du néoréalisme, un roman qui parlait de la résistance et de la guerre en Italie. Puis il s'est intéressé aux fables, non? Donc cette trilogie avec les Barons perchés, le Vicomte Porfondou et les Chevaliers inexistants. Et après, il s'est intéressé à la science, un certain détournement de la science. Et après, il est arrivé au grand récit structuré et structurel de la période parisienne. Et il faut dire aussi que sa relation avec la culture française passe aussi par son travail d'éditeur, parce qu'il faut rappeler que Calvino, pendant les années 50 et pendant les années 60, et même quand il habitait à Paris, il travaillait pour Einaudi, et il était un éditeur chez Einaudi, donc il avait souvent des contacts avec des éditeurs français, des confrères, et donc ça aussi, ça lui a permis d'aborder, comme tu disais, la culture française bien avant d'arriver à Paris. En fait, quand il est arrivé à Paris, il a trouvé déjà, d'ailleurs, Queneau, je pense qu'il l'a connu avant, dans son travail, parce qu'il a eu des rapports avec lui à travers Gallimard. Ils ont échangé beaucoup de courriers avant qu'il n'arrive à Paris. Oui, voilà, c'est ça, il avait des contacts. Et donc, c'est vrai qu'il a été... cet intérêt pour la France n'a pas surgi d'un jour à l'autre. Mais justement, quand il est arrivé à Paris, ça a été déjà rappelé, Calvino, tout en étant quelqu'un de retiré, il habitait vers la Porte d'Orléans, Square des Châtillons. Voilà, il avait son rituel tous les matins, il prenait le métro, arrivait jusqu'à Saint-Germain pour acheter la presse italienne qui arrivait à 11h. Donc il avait un peu ce côté-là. Et voilà, il était à Paris, mais tout en étant un peu de son côté, il s'est intéressé, il s'est intégré à la culture française. Ça a été rappelé. Moi, je trouve par exemple le fait qu'il ait suivi les séminaires de Barthes. C'est quand même un acte d'humilité de sa part de dire, voilà, il y a quelqu'un qui est très intéressant. Bon, Barthes était plus âgé que lui, bien sûr, mais il s'est vraiment immergé dans la culture française. C'est dommage, à quelques années près,
il aurait pu rencontrer Pérec au séminaire de Barthes, mais Pérec avait suivi le séminaire de Barthes bien avant. Oui, mais il l'a connu après chez vous. Il l'a connu chez nous. Oui. Et ils étaient comment les rapports entre Pérec et Calvino? Ils étaient très, très affectueux, si j'ose dire, à la fois respectueux et affectueux. Pérec admirait beaucoup Calvino, et Calvino, il s'est révélé, après la mort de Pérec, qu'il admirait aussi beaucoup Pérec. Ça ne se voyait pas autant que dans l'autre sens. Mais ils se sont vus assez, enfin pas très souvent, mais ils ont eu plusieurs fois des séances de travail ensemble. Et dans leur travail, on retrouve quand même des intérêts communs, non? Par exemple, on peut faire quelques exemples, par exemple. Ben, il y a par exemple dans la vie mode d'emploi des choses qui sont aussi dans Si par une nuit d'hiver. Il y a des façons d'inclure des récits les uns dans les autres qui sont proches chez l'un, enfin qui sont communes à l'un et à l'autre. Il y a aussi un sens du détail, un sens de la précision extrêmement rigoureuse qui est chez eux, et puis chez les deux. Et puis il y a aussi, et surtout peut-être, une certaine façon d'ouvrir. D'un côté, il y a ce qui m'a toujours frappé chez les deux, c'est que d'un côté, ils ont le sens du détail, et de l'autre côté, ils ne sont pas enfermés dans le détail. Le détail mène ensuite à des ouvertures. Et dans la vie mode d'emploi, bien sûr, il y a ces descriptions de chaque pièce de l'immeuble, mais en fait, on sort complètement de l'immeuble très vite. Les descriptions ne servent qu'à ouvrir un champ immense. Et chez Italo, c'est un peu la même chose, en tout cas dans Si par une nuit d'hiver. D'abord, les livres, les débuts les chapitres, les premiers chapitres qui sont inclus ouvrent, balisent la littérature universelle, et d'autre part, le récit des rapports entre le lecteur et la lectrice, toutes les aventures du lecteur et de la lectrice, balise aussi tout le rapport qu'on peut avoir avec la lecture. Si bien qu'on a toujours cette dualité de la précision et de l'ouverture vers des choses extrêmement vastes et qui sont communes, je crois, à l'un et à l'autre. Indépendamment de tout le reste, c'est ça, personnellement, qui me frappe. Et Hervé, si vous deviez regarder ces trois grands romans qu'on a cités, donc Les Villes Invisibles, Si par une nuit d'hiver un voyageur et Les Châteaux de destin croisés, quelle est la chose qui vous frappe le plus de ces trois romans-là? C'est la structure, parce qu'en même temps, il y a toujours un jeu entre structure et liberté, non? Parce qu'en Italie, par exemple, on a souvent, je ne dis pas accusé, mais enfin, en tout cas souligné un peu de façon presque négative cet excès de structure, parce que bon, il y avait une certaine méfiance vis-à-vis du structuralisme, vis-à-vis de ce qui était la culture française dominante de l'époque, et donc mais en même temps, il y a beaucoup de liberté chez Calvin. Enfin, la structure, ça permet vraiment de faire surgir une liberté créatrice incroyable, non? Oui, je ne pense pas que, d'une quelconque manière, le fait d'appliquer une structure à un récit interdise, et au contraire, interdise de la liberté. Au contraire, je pense que ça en crée énormément. On ne peut pas imaginer, je pense, un livre comme Si par une nuit d'hiver un voyageur sans cette structure qui est basée sur les carrés de Grémas, qui en plus sont des carrés un peu oubliés en matière de sémiotique, mais qui permettent d'organiser d'une manière extrêmement autonome le récit, et qui permet, une fois qu'ils sont mis en place, de créer des ponts au sein du récit qui sont de chapitre en chapitre, mais aussi au sein du chapitre, etc. Idem pour le Château des dessins croisés, qui est basé sur le tarot des Visconti, enfin les arcanes, et qui permet de faire travailler les arcanes ensemble, avec le côté aristocratique d'un côté, le côté paysan de l'autre, et qui permet d'organiser une histoire qui est unique. Et
On pourrait multiplier les exemples. Pour rester dans l'idée qu'a évoquée Marcel, et qui était tout à fait juste, qui est la part du jeu du détail pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus ample, un des exemples pour moi le plus brillant, c'est En dehors de Palomar, qui évidemment relève de cette forme, où on prend un exemple extrêmement faible et où on va, à partir de cet exemple tout simple, développer sur une réflexion sur la société tout entière. Il y a, à mon avis, un livre qui est en fait une collection d'articles qu'il avait réalisé pour des journaux italiens et qui s'appelle Collection de sable. Et Collection de sable relève de ce type de travail où on part d'un élément tout bête qui est une dame fait des collections de sable. Je crois que ça vient du moment où Calvino va visiter une collection de collections, une exposition de collections dans lequel il y a de tout. Il y a des gens qui collectionnent des masques, qui vont du masque à gaz au masque dents. Et puis, juste à un moment donné, il s'arrête et il voit une collection de petites éprouvettes dans lesquelles il y a sable d'Acapulco, sable de la plage de Coyoacán. Et il va comme ça réfléchir à ce que ça signifie que collectionner du sable. Il part donc d'un détail et il va finalement développer une sorte de cosmologie, parce que c'est vraiment ça, même une cosmogonie, à partir de la réflexion de ce que c'est que le sable et de ce que c'est que à la fois l'infini, donc la tendance à l'impossibilité à compter les grains de sable, et en même temps ce désir qu'on a tous de l'exhaustivité à travers le minuscule. Et donc cette dame ne pourra jamais avoir tous les sables du monde entier, mais elle tend, par une sorte de fascination et d'acharnement, à combler un manque en elle qu'il décrit parfaitement. Et s'il ne partait pas de la collection de sable, il n'aurait pas ce texte-là. Et je crois que c'est une des forces de Calvino d'être un écrivain philosophe. C'est-à-dire de travailler à partir d'une notion philosophique qui part du presque rien et d'arriver à tout avec ce point de départ qui peut paraître au début complètement anecdotique, mais de tirer de l'anecdote quelque chose d'extrêmement profond. Et Collection de sable relève de ce type de texte où on parle de l'infraordinaire et on va aller vers l'extraordinaire du monde. D'accord. Michel était d'accord sur l'idée d'un écrivain philosophe pour Calvino? Je pense que oui, sans doute. Disons que dans Calvino, et peut-être notamment dans ces, disons, deuxième Calvino, il y a vraiment ces passages continus entre le particulier et l'universel, et donc en partant des petites images, des détails, comme par exemple dans Palomar, la tentative de décrire une vague ou les reflets de la lumière du soleil sur une vague, on construit une réflexion phénoménologique qui dépasse largement les points de départ. Et donc vraiment, il y a une tension gnosologique très 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 forte, et peut-être dans ce sens on peut l'approcher aussi de certaines instances de l'Oulipo, et notamment je pense à Pérec. Mais dans cette tension, il y a, disons, l'effet d'avoir contemplé l'éventualité du vide, l'éventualité de l'abîme, hein, et de se battre pour pouvoir les décrire et s'en sortir, se détacher, comme il dit dans les villes invisibles. D'ailleurs, cette tentative de cartographier, ce n'est pas pour contrôler, mais pour mettre une forme d'ordre, peut-être temporaire, et pour essayer de soustraire ce qu'on peut du désordre anthropique et de la manque du sens, en effet, du manque du sens. Et je disais tout à l'heure que peut-être en Italie, on n'a pas critiqué, mais en fait, pendant les années 80, en tout cas, la réception de ces textes parisiens de Calvino a été un peu discutée. Est-ce que... Enfin, vous avez même écrit là-dessus. Oui. Je crois que pendant toute une période, les Italiens ne voulaient pas savoir qu'Italo était oulipien. Et pourquoi ? Je me le demande. Je me le suis demandé et je n'ai pas trouvé de réponse jusqu'à présent. Je crois que c'était simplement par
disons, refus d'admettre qu'un de leurs grands écrivains pouvait être influencé par la France. J'ai entendu même une fois une Italienne me dire, une amie me dire, oh, Calvino, c'est un grand écrivain italien pour les Français. Et j'en étais vraiment, vraiment mortifié. Mais peut-être, Michele, tu pourras nous donner une explication, peut-être, au-delà du fait qu'effectivement, il y a quand même des raisons culturelles, non, de cette méfiance en Italie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je pense que ce qu'on reproche à Calvino, c'est surtout que dans sa, entre guillemets, deuxième production, il semble ne pas avoir le même engagement qu'il avait quand, comme je disais, il sortait de l'expérience de la résistance. Mais, et donc, d'ailleurs, il y a toute une critique qui les voit comme un exemple de l'écrivain postmoderne. Et je pense que là, il y a une sorte d'équivoque, ou quand même, disons, une intention critique qui se concentre sur l'aspect, disons, de l'humour, du jeu, mais en équivoquant justement que cet aspect n'est pas les buts en lui-même, mais c'est justement, ça fait partie d'un discours très large et très important qui en cache, entre guillemets, un autre qui est assez dramatique, ou quand même très, très conscient, et je pense encore engagé. Donc, je ne sais pas si c'est un effet qu'il était trop proche de la France. On lui a dit ça, on lui a dit aussi qu'il écrivait pour les critiques littéraires à la fin de sa carrière. Mais c'est vrai aussi que c'était un écrivain qui avait beaucoup de succès. Donc, peut-être il y avait aussi en général une critique qu'on avance parfois. Un peu de jalousie, quoi. Peut-être. Mais au-delà de ces notes, disons, des couleurs, mais je pense que c'était surtout le fait que en prenant ce type d'écriture, il semblait renoncer à une forme d'engagement. Et c'est un aspect que d'ailleurs je ne partage pas, parce que justement je trouve dans cette langue gnosiologique une sorte de sublimation du même type d'engagement qu'il avait quand, d'une façon d'ailleurs aussi rocambolesque, il est devenu partisan. Moi, je trouve vraiment une cohérence. Donc c'est pour cela que j'ai dit les deuxièmes Calvin avec beaucoup de guillemets. Oui, non, bien sûr, il y a une continuité. Il y a des thématiques, des éléments qu'on retrouve dans le premier Calvin ou qu'on retrouve après. Et, oui, non, ça c'est vrai. Est-ce que, en même temps, il ne faut pas oublier que Calvino s'était un peu retrouvé isolé dans le paysage culturel italien, c'est-à-dire que, bon, au début, il faisait partie de disons, ce courant qui était le néoréalisme, la culture engagée, etc. Il s'est détaché de cet univers-là. Il n'a jamais adhéré, tout en le regardant avec intérêt, l'autre courant qui a dominé la culture italienne des années 60, c'est-à-dire le courant de la néo-avant-garde, de l'expérimentation littéraire, à laquelle, évidemment, il était très proche, parce que toute son activité littéraire s'est sans arrêt expérimenté des nouveaux terrains, des nouvelles formes, etc. Mais il n'a jamais adhéré à ce qu'on appelait à l'époque la néo-avant-garde italienne, donc il s'est retrouvé un peu isolé. Et peut-être c'est ça aussi qui a fait que il n'a pas trouvé de relais qui l'ont aidé en Italie. Et comme tu le disais, c'est aussi la période où il est devenu un grand écrivain international, parce que quand il est arrivé à Paris, c'était un écrivain italien connu un peu, mais quand il est retourné en Italie en 1980, c'était un écrivain international qui était connu partout dans le monde, qui était... Donc voilà, tout ça a fait que probablement cette période française a été regardée de façon un peu bizarre, un peu étrange, non ? On peut considérer puisqu'il était loin dans une période qui était très dense en Italie, c'est la fin des années 70, donc c'était vraiment une période dans laquelle les quotidiens en Italie étaient très compliqués. Il y avait aussi l'affaire Moro. Donc le fait de ne pas être présent et de ne pas être en première ligne comme d'autres écrivains, ça probablement
a eu un poids sur sa perception en Italie et sur certaines accusations qui lui ont été faites justement d'avoir une sorte de détachement de la réalité et des formes d'engagement. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'il intervient très régulièrement sur les journaux parce que tous les chapitres des Palomar, presque tous, ils ont été publiés sur le Corriere della Sera. Ensuite, à partir des années 80 environ, il commence à collaborer avec Repubblica. Donc, c'est quand même un écrivain qui était présent sur les pages des quotidiens. Donc, ça reste, je pense, la tâche un petit peu, c'est celle de s'être éloigné dans une période qui était très complexe. D'ailleurs, il y a eu aussi la mort de Pasolini. Donc, beaucoup de phénomènes dans lesquels il n'était apparemment pas présent. Mais même avec Pasolini, il a écrit une lettre très importante. Ils avaient des échanges avec Fortini aussi. Ils étaient très en contact. Donc, peut-être c'est un peu des jalousies et un peu peut-être des... je pense que, je ne sais pas si c'est un équivoque, mais le fait de ne pas arriver à accepter cette forme de légèreté qui n'était pas justement manque d'épaisseur, mais qui était un choix de style et un choix éthique. Et à propos de légèreté, Hervé, il y a quand même un côté ironique chez Calvino, parce que des fois, quand on en parle là, on a l'impression qu'on parle d'ingénierie, de structure, etc. Et puis, en même temps, c'est très léger. Il y a beaucoup d'ironie dans son... C'est très léger. Pour rester sur l'idée de la politique, pour moi, il y a un livre qui parle de la politique italienne. C'est La Grande Bonasse des Antilles. La Grande Bonasse des Antilles, c'est quoi? C'est 2 canons. Il y a un galion espagnol et il y a un galion... ce sont 2 navires de guerre, mais espagnol et anglais, qui se retrouvent face à face et ils sont à distance, presque à distance de canon. Mais ils ne peuvent pas se tirer dessus. Ils font un essai, un deuxième essai, il ne se passe rien. Et ils restent face à face avec la Grande Bonasse, qui est ce moment où il n'y a plus de vent. Voilà. Et pour moi, alors c'est peut-être une analyse très personnelle, mais je pense que c'est une réflexion sur le rapport entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien, qui se regardent à distance, et que jamais le Parti communiste ne fait rien pour renverser la démocratie chrétienne, et jamais la démocratie chrétienne ne fait rien pour écraser le Parti communiste italien qui est tellement pacifique, qui ne veut la mort de personne, et qui n'est surtout pas la révolution. Donc c'est parfait, ils se regardent l'un l'autre, et puis ils s'observent. Donc je pense que dans la manière de critique et extrêmement légère de faire de la politique de Calvino, il y a ça aussi. Il y a une capacité à décrire une situation politique en Italie qui est assez perverse et qui va donner naissance finalement aux années de plomb, parce que c'est quand il ne se passe rien à cause de l'inaction de 2 partis politiques, une partie non négligeable de la population peut se retrouver derrière des solutions qui ne sont pas des solutions, mais qui sont des révoltes stériles, comme les brigades rouges, etc., mais qui sont les conséquences de cette inactivité totale qui se passe dans la situation italienne, de ce blocage institutionnel qui va durer des années, des dizaines d'années. Donc pour moi, c'est aussi ça. Et pour rester sur la légèreté de Calvino, il y a une phrase de Pavese qui m'a toujours resté, qui est cet écureuil de la plume. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire un écrivain qui, dans sa manière d'écrire, donne des leçons en fait, aux autres écrivains. C'est-à-dire on voudrait faire pareil. Moi, quand j'ai commencé à écrire, mon premier roman, je m'en souviens, c'était un roman qui était éminemment calvinien et qui, d'ailleurs, je pense, m'a valu d'une certaine façon de rentrer à l'Oulipo, et qui s'appelait Le voleur de nostalgie, et qui était un roman construit sur une base fondamentalement oulipienne, avec un jeu sur les styles, puisque j'avais 4 personnages qui avaient 4 styles différents, et qui s'appelaient tous de la même façon. Ils s'appelaient tous Giovanni d'Arezzo, et tous déroulés en Italie, entre Florence et Paris. Et pour moi, c'était le symbole même du travail de Calvino, c'est-à-dire essayer de tenter d'aller en permanence vers une légèreté absolue. C'est toujours très difficile d'atteindre les chevilles de Calvino, mais c'était mon but, quoi. C'était vraiment ça. Un des sujets de ces conférences qu'il n'a pas faites malheureusement était précisément la légèreté.
légèreté. Oui, c'est les conférences qui préparaient pour Harvard, où il devait partir. Et puis... Il y en a une qui manque, et qui est dommage, qui était sur les débuts et les fins, qui est une des conférences qu'on pouvait attendre et qui devait être formidable. Et il y en avait une autre qui était prévue sur la temporalité. Le temps, oui. Le temps. Et Marcel, parce que là, on a souligné ce que l'Oulipo a apporté à Calvin, ou en tout cas qu'est-ce que Calvin a trouvé chez l'Oulipo, mais le contraire. Qu'est-ce que Calvin a amené à l'Oulipo? Qu'est-ce que vous a apporté? Quelles sont les choses que, je ne dis pas vous a appris, mais... Ouais. D'abord, il nous a apporté sa présence, qui était, bien que j'ai dit tout à l'heure qu'il était timide, et je le maintiens, mais sa présence était quand même tout à fait imposante. Donc cette présence faisait qu'on ne disait pas, on essayait de ne pas dire n'importe quoi. À l'Oulipo, on dit souvent n'importe quoi, et c'est même un des plaisirs de l'Oulipo, c'est qu'on fait des calembours, on se marre, on s'interrompt les uns les autres. Pérec, surtout, aimait beaucoup vous interrompre et vous sortir 2 ou 3 calembours. Et bien, quand il y avait Italo, j'ai l'impression que... Tout le monde était un peu coincé. Non, mais c'était un peu moins. C'était moins... Alors, il y avait cette espèce de présence qui apportait une certaine gravité, curieusement. Alors ça, c'est sur le plan de la présence physique, si j'ose dire. Sur le plan intellectuel, on était pétrifié d'admiration devant ce qu'il arrivait à faire à partir de ce qui n'était jamais que des contraintes. Ce qu'il arrivait à faire avec le tarot, ce qu'il arrivait à faire avec les villes invisibles, toute sa façon d'utiliser, de se donner des contraintes et de les utiliser pour en faire des petits chefs-d'œuvre était exactement ce dont rêvaient tous les Oulipiens. Ça nous faisait vraiment plaisir, ça nous ravigorait de voir que c'était possible. De même, quand Pérec a fait la vie mode d'emploi, donc il disait que c'était à 97% oulipien, on était très contents. On se disait, voilà, c'est à ça que l'Oulipo doit servir. Parce que malheureusement, beaucoup de gens croient que l'Oulipo, c'est fait pour faire des calembours. Alors que nous adorons les calembours, mais nous essayons aussi de faire autre chose. Et Italo montrait de façon absolument merveilleuse que c'était possible. Et c'est ça qu'il nous a apporté. Oui, et à propos du château des destins croisés, je pense que tout le monde l'a lu, mais enfin, c'est construit en 2 parties, sur les tarots de la Renaissance et après les tarots de Marseille. Et il devait y avoir une 3e partie qu'il n'a jamais écrite, qui devait être faite à partir des bandes dessinées. Parce que dans son idée, c'était quelque chose de plus moderne. Et donc, il a beaucoup réfléchi là-dessus et puis finalement, il ne l'a jamais fait. Mais justement, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que il parle, il raconte des histoires, mais il parle aussi de soi-même dans ses écrits. Non? Et Michel, et toi, tu as travaillé un peu sur l'autobiographisme. Palomar, ça a déjà été dit. C'est aussi Calvino qui s'est... La fille de Calvin, elle dit que c'est le livre le plus autobiographique. Elle était d'accord avec vous, quoi. Enfin, exactement. Et puis, il y a, par exemple, et tout à l'heure, dans la lecture, tout à l'heure, d'ailleurs, il y a des textes de Palomar qui sont extraordinaires, justement, sur l'observation de la vie parisienne, enfin, le musée des fromages, les boutiques de fromage, les fromageries, les charcuteries, tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais il y a aussi ce texte, La poubelle agréée, où, en partant de l'acte de sortir les poubelles, et surtout une poubelle agréée par la municipalité, il commence à parler de son histoire, du fait qu'il est à Paris, et c'est quand même assez important la dimension autobiographique dans son travail, non ? Oui, tout à fait. Les textes dont tu parles rentrent dans un projet inachevé que Calvino avait été en train de...
auquel était en train de réfléchir un recueil de textes autobiographiques. Et dans sa production, il y en aurait ou 4 qui étaient, selon lui, programmatiquement, disons, autobiographiques. Mais c'est vrai que des éléments autobiographiques sont parsemés dans toute sa production, hein, vraiment, et bien évidemment en partant du sentier des nids d'araignées, où les récits et celui de son expérience à travers les regards du protagoniste qui est un enfant, pour arriver à d'autres livres comme La spéculation immobilière, où est représentée la ville de Saint-Rémy avec sa mère, avec son frère. Mais les Huguenots du vicomte Porphendu sembleraient être sa famille, ou encore les chevaliers inexistants pourraient être une sorte d'hommage même à la figure du père, qui avait été mort il y a 10 ans avant. Mais ensuite, dans les châteaux des dessins croisés, il y a un chapitre dans lequel l'auteur prend la parole. Et en effet, là aussi, on considère que c'est un des moments d'exposition plus importantes de Calvino dans une œuvre qui ne serait pas censée être autobiographique selon les pactes des légions, etc. Et que Calvino semblait respecter. Donc c'est vraiment une présence très, très, très constante, ces éléments autobiographiques qu'il arrive très souvent à cacher ou à mettre, oui, disons, à transformer. D'autres, les récits dont tu parlais, La poubelle à grès est en effet un récit très, très, très beau, dans lequel, comme tu disais, à partir d'un événement, d'un détail du quotidien, il construit un système de réflexion sur les postes, sur la place des l'être humain dans les mondes disons, capitalistes à la moitié des années 70. Mais un autre récit très important qui d'ailleurs était publié sur les Corriere della Sera, donc qui est, disons, sur les Corriere della Sera, il continue à publier des nouvelles ou des articles qui ont à voir avec son expérience résistentielle. Et donc vraiment, c'est du 74, il publie les souvenirs d'une bataille dans laquelle il raconte là, à la première personne une expérience d'une bataille, une expérience dans la résistance d'une bataille qui avait été mal tournée et les partisans avaient dû se retirer. Donc encore dans une tension, disons, anti-rhétorique dans la représentation de la résistance. À mon sens, mais disons, si on se met dans cette perspective, on retrouve très souvent des détails de la vie de Calvino, et on peut s'imaginer aussi son quotidien ici à Paris. Et justement, comme on disait dans Palomar, il y a des épisodes qui sont très, 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 très intenses, mais d'autres qui sont aussi très rigolos. Quand il se retrouve, il doit essayer d'acheter de la graisse d'oie. Et il y a une version où alors les musées des fromages aussi, ce sont des représentations de cette sorte de... je ne sais pas si on peut dire personnage que Calvino avait et mettait en scène de lui-même. Quand vous parliez avant de sa timidité, un éditeur, écrivain italien, Ferrero, dans un livre, Les meilleures années de notre vie, dans lequel il parle des années des fastes, disons, de la maison d'édition Einaudi, il écrit à propos de Calvino qu'il ciselait sa balbutie. Il faisait comme une sorte de mise en scène de sa timidité. Et ça, il ne le dit pas en faisant une remarque négative, mais en effet, je pense qu'il donne un aspect de Calvino, peut-être qui
rejoint en partie ce que vous disiez quand il était présent aux réunions, du fait de se mettre en scène dans un certain sens, mais de se mettre en scène aussi avec une timidité, une douceur aussi dans les rapports avec les autres. Et justement, peut-être, là on a évoqué certains textes justement écrits à Paris, mais finalement ils ne sont pas beaucoup les textes sur Paris. Et en général, comme on l'a dit, il a vécu à Paris 13 ans, il a fréquenté avant et après, parce que même quand il est rentré en Italie, il continuait il revenait assez régulièrement. On essayait précisément de caler les réunions de l'Oulipo sur ses voyages. Les dates des réunions sur les dates de ses voyages. Voilà, et donc il a beaucoup fréquenté Paris, et donc mais il n'a jamais écrit un roman sur Paris. On retrouve Paris comme ça par petits moments, par des récits, etc. Pourquoi? Est-ce que vous avez une explication, Hervé, Michael, je ne sais pas. Aucune idée. Michael. Disons qu'il y a en détail la première scène du Chevalier inexistante se déroule à Paris, en effet, parce qu'il dit que c'était juste à côté de la ville de Paris que Charlemagne passait en revue ses chevaliers et rencontre ces chevaliers qui étaient avec une armure splendide, mais dont il pouvait percevoir que la voix. Après, peut-être, c'est vrai qu'il ne parle peut-être pas trop de Paris, mais il parle assez souvent de sa perception de Paris. Et les textes ermites à Paris, c'est à nouveau un autre texte autobiographique dans lequel son rapport avec la ville est en effet un rapport avec les personnes qui pouvaient croisé et les livres et son activité d'écriture et de lecture. Il parle du musée, les musées Carnavalet, en disant que c'est son musée préféré. Et il donne des détails de la vie quotidienne à Paris dans Palomar. Et d'ailleurs, tous ces textes, Palomar, Ermite à Paris, La plus belle agrée, vous allez les entendre tout à l'heure si vous restez ici avec nous à 21h avec la lecture de Pierre Beau. Un dernier mot alors sur Calvino pour terminer cette rencontre. Il est rentré à Rome en 1980. Pourquoi il est rentré, à votre avis? Je crois que c'était pour des raisons professionnelles. Ouais. J'avoue que je ne sais pas. Là, nous n'étions pas suffisamment proches. En fait, il y avait le grand souci de Calvin à ce moment-là, c'était des soucis économiques. Il le écrit souvent dans ses lettres, c'est que comme il y avait la lire continuait d'être dévaluée par rapport au franc, et donc il avait des énormes problèmes économiques. Et donc à partir de 1976, 78, il commence à dire non mais il faut que je parte, je ne peux plus vivre à Paris, je ne peux pas me permettre, etc. Bon, ça c'est la raison. Mais peut-être il y a aussi des raisons culturelles, non, Michele? Donc, je pense que il rentre peut-être parce qu'il termine peut-être une période, et c'est vrai qu'à partir des années 80, il renonce un petit peu à être présent sur les débats publics, et peut-être il y a une forme de repli. Mais c'est vrai que pendant qu'il était à Paris, il rentrait tous les étés pour passer 2-3 mois en Toscane. Et donc c'est vrai qu'il avait là aussi créé une sorte de communauté avec d'autres auteurs italiens comme Citati et d'autres qui étaient présents et avec lesquels il avait créé des liens. Je ne pense pas qu'il y a un refus de Paris, au contraire. Peut-être c'est aussi une forme des retours qu'il avait tout le temps envisagé, parce que je ne saurais pas
je ne saurais pas dire que son départ en 67 était considéré définitif. Donc, et on ne sait pas si... Il est resté 2 ans au début. Ils avaient dit, je vais rester 2-3 ans. Quoi. Et peut-être... il aurait pu changer encore de ville, parce que d'ailleurs, dans son dernier entretien, de New York. Dans son dernier entretien, il a dit que Paris, c'était la ville où il aurait voulu mourir. Voilà. Il disait que c'était la ville avec laquelle il avait plus de liens, que si un jour, éventuellement, il aurait préféré mourir à Paris. Quoi. C'est dans son dernier entretien. Mais le dernier mot, Hervé, est-ce que Calvin a été un modèle pour les écrivains plus jeunes? Est-ce qu'il a vraiment laissé une trace dans la littérature? Moi, je peux parler que pour moi. Mais pour vous, pas pour les autres. Bon, pour Pérec, on pourrait répondre plus facilement, parce qu'on voit bien qu'en France, Pérec a eu une influence énorme sur toute une série d'écrivains qui vont de Édouard Levé en passant par des centaines d'autres. Mais en tout cas, le problème, c'est que pour les écrivains français, ça passe par le filtre d'une traduction. Ben oui. Et c'est un élément important. On a eu de très bons traducteurs. On a de très bons traducteurs de Calvino. Hein. Le nouveau traducteur de Calvino pour Gallimard est excellent. Il a modifié certaines choses dans les titres en particulier, qui sont toujours étonnants, mais qui sont parfois plus proches du titre original. Par exemple, on dit toujours « Si par une nuit d'hiver un voyageur », parce que c'est un titre auquel on est habitué, mais le titre original, c'est « Si une nuit d'hiver un voyageur ». Donc, il y a des logiques. Et c'est... J'ai jamais lu, moi, à part Hermitage à Paris, que j'ai lu en italien, parce que ce n'était pas encore traduit. Je suis passé toujours par le filtre de la traduction. Donc cette légèreté que je retrouvais, c'était aussi la légèreté que le traducteur avait réussi à imprimer dans le texte. Donc je pense que oui, effectivement, pour les écrivains italiens, ça a compté énormément. C'est un écrivain qui a marqué non seulement sa génération, mais la génération suivante. En tout cas, pour moi, c'est un écrivain très, très important. Il y a une chose qu'on n'a pas dite et que j'ai découvert en écrivant ce texte consacré à Calvino pour Gallimard et Inter, c'était qu'il avait écrit des chansons, en particulier une chanson qui était consacrée à la Résistance et qui est une très jolie chanson que j'ai écoutée, qui s'appelle « Au-delà du pont », que je ne connaissais pas du tout. C'est un classique d'ailleurs des chants de la Résistance. J'ai découvert que c'était un classique des chants de la Résistance italienne, et donc j'ignorais qu'elle était de Calvino. Voilà, ça fait partie de ces découvertes qu'on fait en faisant une recherche qui, a priori, dans laquelle on va mettre tout ce qu'on sait, et on découvre qu'on ne sait pas grand-chose, et qu'on découvre d'autres choses, et cette chanson est magnifique. Ouais, c'est encore une facette différente de Calvin, hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, il a fait beaucoup de choses dans des directions très différentes. Donc, notre rencontre se termine là. J'espère qu'on vous a donné envie de le lire, de relire Calvin, enfin, ses grands textes et aussi les textes un peu moins connus, peut-être. Et si vous avez bien envie, tout à l'heure, vous pourrez en écouter quelques extraits dans notre lecture. Merci beaucoup. Merci Hervé, merci Martial, merci Michael. Et à tout à l'heure.